L'Europe, bien sûr, avec le choix d'Emmanuel Macron d'envoyer Thierry Breton comme nouveau commissaire français à la Commission européenne, et puis toutes les questions qui agitent la France et la stratégie de la France insoumise. C'est avec la députée européenne Manon Aubry que nous sommes ce matin, qui est également la présidente du groupe de la gauche unitaire, pour faire vite, à l'Assemblée parlementaire de Strasbourg. Strasbourg et Bruxelles, évidemment. Manon Aubry, bonjour. Alors, bonjour. On a appris avant-hier que le président de la République avait décidé d'envoyer, ou de proposer plutôt, Thierry Breton, qui est un chef d'entreprise, ancien ministre, comme commissaire européen représentant la France, avec un très gros portefeuille d'ailleurs, à la Commission de Bruxelles. Votre réaction ? Je crois que Emmanuel Macron n'a pas retenu la leçon de l'échec Sylvie Goulard. C'est un risque encore ? C'est un énorme risque. Là, il joue, je crois, avec le feu, parce que en dehors des accords politiques qu'on peut avoir, mais ça c'est sain, c'est la démocratie, ça pose une vraie question éthique. Thierry Breton est PDG de l'entreprise Atos, laquelle entreprise reçoit des financements de l'Union européenne. Parce qu'elle travaille pour l'Union européenne. A des contrats directement avec l'Union européenne, ça se compte en centaines de millions d'euros. Et puis, on voit d'ailleurs la réaction des marchés financiers, j'ai trouvé, était assez symptomatique et représentative, puisque l'action d'Atos, juste après sa nomination, a pris 10% quasiment dans la journée. Ce qui d'ailleurs, quand on regarde le nombre d'actions que possède Thierry Breton, l'a directement enrichi aussi, c'est en millions d'euros, quelques millions d'euros, grâce à cette valeur en bourse. Donc ça pose énormément de questions. Et puis le profil de Thierry Breton, au-delà de juste Atos, c'est un mélange des genres, avec des allers-retours entre le privé. Alors ça, on va en parler. Et le mais public. Vous redoutez des conflits d'intérêts ? Bien sûr. Et s'il n'y en a pas ? Mais en fait, c'est pour ça que la procédure d'examen des conflits d'intérêts, elle examine s'il y a des conflits potentiels. À partir du moment où il y a des conflits potentiels, c'est dehors. Normalement, ça doit être dehors. Parce qu'il ne faut pas attendre que le problème... A priori. Mais il ne faut pas attendre que le problème se pose avant de se dire « Ah bah mince », et puis qu'on continue à discréditer toute la classe politique. Donc vous allez le retoquer, par exemple ? Moi, la procédure va suivre son cours. On n'a pas encore reçu cette déclaration d'intérêt, par exemple. Ouais. Donc, je siège dans la commission des affaires juridiques qui fait cet examen des conflits d'intérêts. Mais je pense qu'aujourd'hui, sa candidature pose question d'un point de vue éthique et, à ce stade, nécessite au moins qu'on investigue avec davantage de temps et de moyens, ce qui est un problème, parce qu'au niveau européen, mais vous savez qu'au niveau européen, et ça fait partie des choses qu'on a pointées, on a une procédure d'examen des conflits d'intérêts qui n'a ni temps, ni moyen d'investigation, ni indépendance, parce que ce n'est pas un cadre indépendant qui le fait, mais ce sont des députés qui défendent chacun un peu leur poulain de leur groupe. D'accord. Donc toute cette séquence, elle a aussi mis en lumière les défauts de cette procédure, et c'est pour ça que nous, on appelle à la création d'une autorité indépendante pour remettre de l'éthique dans les institutions européennes. Qui ne soit pas constituée avec des parlementaires européens. Je pense que les parlementaires européens doivent donner les lignes directrices, mais qu'il faut un contrôle indépendant. En France, il a été créé la HATVP, la Haute Autorité de la Transparence de la Vie Publique. Je trouve que c'est un modèle intéressant. Non, il n'y a pas d'équivalent au niveau européen. C'est un modèle intéressant et qui permettra aussi d'édicter de nouvelles règles. Le cas Goulard, ce qui l'illustrait, c'est aussi des rémunérations annexes en plus des indemnités d'élus, et qui pourra aussi regarder avant la prise de fonction, pendant la prise de fonction et après la prise de fonction. Donc là, l'a priori que vous avez, sans preuve, mais parce qu'il vient d'être nommé, c'est plutôt un a priori assez négatif. Je crois que c'est un a priori négatif. Vous sentez cette humeur-là à l'intérieur de cette commission dont vous parlez au Parlement européen ? C'est difficile à dire parce qu'il y a un jeu politique dans cette commission, comme vous pouvez l'imaginer. Manon Aubry, je vous ai coupé la parole tout à l'heure, mais ce va-et-vient entre le privé et des fonctions publiques, c'est pas possible en France et en Europe ? Je pense que c'est gage d'expérience quand même. C'est gage d'expérience, mais quand on connaît l'industrie un peu trop, eh bien on se retrouve dans des potentiels conflits d'intérêts. D'ailleurs, sur le cas de Thierry Breton, il y a une plainte qui a été déposée par Anticor qui pointe sa responsabilité potentielle. Je prends des guillemets parce que jusqu'à présent, l'affaire n'a pas été jugée, mais ça pose question sur une attribution de marchés publics sur les radars quand il était ministre de l'économie à l'entreprise Atos, dont il a pris la tête quelques mois après. Donc il y a des questions légitimes qui se posent, et en tout cas pour moi, ça alimente un mélange des genres qui est pas sain en démocratie. Donc quand on fait de la politique, on ne peut pas aller travailler en entreprise. Moi, j'ai du mal à croire que
Emmanuel Macron ne trouve pas dans son entourage quelqu'un qui connaisse les dossiers industriels et qui est au-dessus de tout soupçon d'un point de vue de l'indépendance, d'un point de vue de l'éthique en politique. Il a été question de Michel Barnier, par exemple. J'ai des désaccords politiques avec Michel Barnier, mais il me semblait d'un point de vue éthique beaucoup plus respectable que Thierry Breton ou Sylvie Goulard. D'accord. Vous lui reprochez aussi la privatisation des autoroutes ? Privatisation des autoroutes. Il y a participé en France. Mais là, c'est là où, pour moi, il faut bien séparer les deux questions. Là, on touche à la question de la vision de la politique industrielle, où là, j'ai des désaccords, mais c'est pour ça qu'au niveau européen, il y a 2 étapes. D'abord, les conflits d'intérêts, puis sa vision pour l'industrie. Et là, il y a un problème sur, en effet, ça a été l'acteur de la privatisation des autoroutes, privatisation de France Télécom, dont on sait qu'elle ne s'est pas très bien passée. Ça, c'est des questions qui se posent. Alors, vous lancez une opération la semaine prochaine qui s'appelle 1000 bornes dans une Europe en berne. Voilà. Le premier trajet est en France, d'ailleurs. C'est entre Nice et Marseille ou le contraire ? Entre Marseille et Nice, dans ce sens-là. Entre Marseille et Nice. La région où j'ai grandi. Ça consiste en quoi ? L'objectif, c'est de rapprocher les institutions européennes des citoyens et les citoyens des institutions européennes. Ça fait à peine quelques mois que je suis élue et j'ai eu le sentiment, la sensation d'être un peu parquée dans une tour d'ivoire avec des élus pantouflards dont certains sont là depuis un long moment et d'être déconnecté de la réalité, en fait, de ce pourquoi on a été élu. Et donc, l'objectif est d'aller à la rencontre de citoyens qui portent une alternative. Je vais rencontrer des experts du GIEC, donc des experts des Nations Unies sur le climat et du CNRS, des militants associatifs pour l'accueil digne des migrants. Et vous allez faire le tour de l'Europe ? L'objectif, à terme, c'est de faire le tour de l'Europe. Combien de temps ? J'ai 5 ans de mandat pour le faire, donc j'ai déjà 260 km de prévu la semaine prochaine. Ça fait les cuisses, mais vraiment l'objectif, c'est de casser ces barrières. 260 km. Ah mais bien sûr, Bah, on prend 5 jours parce que on prend le temps de rencontrer. On va aussi rencontrer des agriculteurs, par exemple. C'est je finis là-dessus. On va voir dans les mois qui viennent la révision de la politique agricole commune au niveau européen. Et donc, il faut se nourrir de ces expériences de terrain, de ceux qui font la transition écologique avec la politique agricole, par exemple. Alors, depuis la réunion hier, le président de la République a dit, puisque c'est un sujet qui a fait beaucoup polémique ces dernières semaines, le voile dans l'espace public, c'est pas mon affaire. Est-ce qu'il a raison de dire ça ? C'est pas son affaire, sauf qu'il n'a de cesse de pointer les gens qui portent un voile ou un foulard depuis quelques semaines. Et il y a une espèce de fausse polémique qui est née et qui revient d'ailleurs de manière récurrente dans le débat public. Quasiment à chaque crise sociale, ah bah tiens, on va remettre un peu d'immigration. On a eu droit au débat sur. C'est pas lui qui l'a mis sur le tapis là pour le coup. Ce débat. La question du voile. Oui, je pense qu'il allume quand même le feu. C'est la question d'un conseiller régional. Bien sûr. Du Rassemblement national. Donc on a eu la séquence du conseiller régional. On a eu aussi quand même le ministre de l'Éducation, Michel Blanquer, qui a dit que c'était pas souhaitable. Oui, et puis surtout, il a dit les petites filles, les petits garçons, s'il y en a qui refusent de se donner la main, c'est inquiétant. Mais attendez, on va mettre quoi ? On va poursuivre en justice des enfants. Et puis il y a eu toute une séquence avec Zemmour, avec le présentateur télé qui compare le voile à un uniforme SS. Bon, tout ça, ça alimente un espèce de terreau extrêmement négatif. Plutôt assez satisfaite de la déclaration du président de la République. Qui passe des paroles aux actes, parce qu'il n'a de cesse de pointer du doigt et de remettre sur le débat. Mais ça serait quoi les actes en question ? Qu'on laisse une bonne fois tranquille les personnes qui portent le voile et qu'on les laisse vivre. Et finalement, vous savez, moi, ce qui m'étonne dans tout ce débat… C'est pas une forme de prosélytisme, de militantisme politique, finalement ? Non mais… Ça veut dire que, les personnes qui portent le voile n'ont pas une liberté de penser. C'est pas un asservissement de la femme non plus. Non mais mélanger tout ça avec les droits de la femme, je crois que c'est faire une confusion. Et puis, vous savez, dans tout ça, la majorité des Français sont athées, ne croient même pas en Dieu. Et on exacerbe le débat, voire on l'hystérise le débat autour de cette question qui, au final, dans le quotidien des gens, ne fait pas une grande différence. Il ne faut pas revoir la loi de 1905 Non, et la loi vous n'attendez pas non plus… Oui, alors, pardon. Sur la loi de 1905, elle est très claire. La République, elle protège le droit de croire ou de ne pas croire. Et elle sépare strictement l'Église et les églises et les confessions religieuses de l'État. Et c'est très bien. Et j'ai pas de problème dans la manière dont elle a été appliquée jusqu'à présent. Alors certains, notamment aussi dans la classe politique,
invite le président de la République à s'exprimer dans un grand discours sur la laïcité. Pour vous, c'est pas utile? Non, je pense que ce n'est pas nécessaire de relancer sans cesse le débat sur la laïcité parce que très rapidement, je trouve que le débat dérive. Il dérive vers pointer du doigt encore et toujours les musulmans, seulement les musulmans. D'ailleurs, on parle toujours de cette religion unique. Et à la fin, ça se traduit par l'augmentation des comportements de haine vis-à-vis des musulmans. Et ça, je crois que ce n'est pas souhaitable pour apaiser les tensions. Alors, vous êtes de la France Insoumise. Comment va la France Insoumise? Bah, écoutez, on se porte plutôt pas mal. On essaie... au maximum. Après quand même des élections européennes, même si vous avez été sûr. élus, qui ont été décevantes. Même. Bien sûr, et je crois qu'il ne faut pas se voiler la face, ça a été décevant, ça a été un moment difficile. Moi, à titre personnel, en plus pour ma première campagne politique. Maintenant, il faut reprendre son bâton de pèlerin, alors sans lien avec la religion, et repartir au combat. Et la meilleure manière de repartir au combat, c'est justement de s'insérer dans les mobilisations, être à l'écoute des gens. C'est le sens de mon initiative à vélo, et c'est le sens aussi de notre relais des mobilisations sociales, de désobéissance civile sur le climat, etc. Vos relations avec Jean-Luc Mélenchon, qui a été assez absent cet été, il est même parti loin de France. On n'a pas l'impression... Il vous manque rapidement. Pourquoi pas mais est-ce que finalement, cette absence ne vous pèse pas? Qu'est-ce qui commande dans cette maison? Je sais qu'on a en général tendance à appliquer les vieux schémas politiques sur la France insoumise. Et je crois que la France insoumise est forte de sa diversité. Vous avez des voix différentes, qui, y compris, ont des manières différentes de s'exprimer. Moi, je ne suis pas Alexis Corbière, qui n'est pas Adrien Quatennens, qui n'est pas Mathilde Panot, qui n'est pas Clémentine Autain. Et c'est une bonne chose qu'on ait tous nos parcours, nos façons de nous exprimer différentes, à partir du moment où on se rejoint sur une vision politique. Et c'est le cas? Oui, c'est le cas, bien sûr, plus que jamais, c'est le cas. Il y a un socle commun qui fait aujourd'hui la force de la France insoumise et dont l'objectif est d'élargir sa base, clairement. Alors, pendant les premiers mois et même les 2 premières années de mandat d'Emmanuel Macron, on voyait bien qu'il y avait le désir de s'opposer vraiment de la part de Jean-Luc Mélenchon, d'appeler les gens à manifester, tout ça, il n'y est jamais parvenu. Il y a eu les Gilets jaunes. On a senti quand même qu'il était un peu à la remorque, ou que votre mouvement, comme tous les partis politiques, était un peu à la remorque de cela. Et là, il y a une grande manifestation qui se déroule le 5 décembre, de la part des cheminots, en grande partie contre la réforme des retraites. Et votre parti appelle à manifester aussi là. Est-ce que vous continuez pas à être un peu derrière quand même? Mais vous savez, quand on fait de la politique, c'est pas pour être premier ou dernier. Moi, j'ai envie qu'il y ait une mobilisation la plus large possible sur la question des retraites et qu'on puisse se battre et dire qu'on arrête de nous faire croire qu'on n'a pas d'autre alternative que de travailler encore plus longtemps alors que l'âge moyen en bonne santé, lui, régresse, qu'on a de plus en plus de personnes âgées et que la solution pour ça, c'est d'augmenter la base de cotisation, notamment de cotisation sociale. Je suis pour qu'on ait un débat de fond. Alors, si c'est Pierre-Paul ou Jacques qui l'amène et qui met son logo, franchement... Mais pourtant, sur le papier, la réforme, elle est plutôt pour plus de justice et d'égalité entre les Français. Ça, c'est votre vision des choses. Non, c'est le discours du président de la République. Que vous reprenez. Nous, c'est pas du tout notre vision des choses. Aujourd'hui, concrètement, ce qui est en train de se passer, c'est que on est autour de cette table-là, il va y avoir plus de gens autour de la table. Au lieu d'augmenter la part du gâteau, eh ben, il laisse le gâteau de la même taille. Donc, si on doit se le diviser à plus autour de cette table, eh ben, forcément, on va tous avoir des miettes encore plus petites. Et donc, c'est ça tout l'enjeu de cette réforme des retraites. Et donc, nous pensons qu'il y a une alternative, un projet alternatif. D'ailleurs, on va présenter un projet alternatif de réforme des retraites parce que je pense que le statu quo n'est pas idéal non plus dans les semaines qui arrivent. L'objectif est justement de porter une alternative qui soit crédible. C'est ça que nous avons essayé de faire ces derniers mois et que nous continuerons à faire à l'avenir, que ce soit au niveau européen ou au niveau français. Dernière question avant de passer aux internautes. Madame Manon Aubry, il y a des municipales qui approchent là. Vous allez vous engager dans ce combat-là? À titre personnel, vous voulez dire? Oui, évidemment, je suis déjà, par exemple, il y a quelques jours, j'étais à Nantes pour soutenir la belle initiative de Nantes en commun, dont l'objectif, c'est un collectif citoyen où il y a des membres de la France Insoumise, mais pas que, qui est né il y a quelques mois, voire même quelques années, et qui n'était pas à la base fondé pour se présenter pour les élections municipales, et qui est parti d'initiatives locales, de solidarité locale dans les quartiers. Mais vous ne chercherez pas à être conseiller municipal? Non, vous savez, je suis pas pour le cumul des mandats, donc
Et, vous auriez le droit, hein, conseiller municipal. Oui, mais moi j'ai envie de me consacrer pleinement à mon mandat. Ceci étant dit, j'ai envie d'aider, de soutenir. Vous savez, je vais en région Provence-Alpes-Côte d'Azur la semaine prochaine. C'est une région qui est gangrénée par l'extrême droite. Et je veux aussi, pour signifier mon soutien à tous ceux qui se mobilisent pour une alternative, et dire qu'il faut qu'on la construise ensemble, cette alternative politique à l'extrême droite qui fait tant de mal. Nous sommes avec Manon Aubry, députée européenne, si on met au féminin, bien sûr. Et on continue avec vos questions, chers internautes, et Jean-Baptiste Sémerjian. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour Yves, bonjour Manon Aubry. Bonjour. Alors j'ai une première question, une première réaction au sujet justement de votre poste de députée européenne. Entre les pays qui ont basculé à droite, les Brexiteurs, les pro-migrants, peut-on bien travailler avec autant d'opinions divergentes, vous demande Farouk? C'est une très bonne question parce que c'est vrai que le Parlement européen n'a jamais été aussi divisé. Ce qui rend toute majorité beaucoup plus compliquée à former et en même temps qui est intéressante de ce point de vue-là parce que… Et plus représentatif sur le plan démocratique quand même alors. Non, mais moi je suis pour la proportionnelle, donc et je regrette que l'extrême droite soit si représentée, mais il faut les combattre sur le terrain des idées. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que c'est la fin du duopole qu'il y avait au niveau européen entre les sociaux-démocrates d'un côté et la droite et les conservateurs de l'autre. Et donc ça permet de créer aussi des majorités alternatives et de nouveaux combats. Alors là, cette semaine par exemple, il y a eu un vote assez clé sur une résolution qui viserait à créer pour la première fois un corps européen de sauvetage en mer pour les migrants en mer Méditerranée, qu'on a malheureusement perdu à 2 voix. Mais vous voyez le type de majorité qu'il y a au Parlement européen, 2 voix c'est très peu. Donc j'ai aussi l'espoir que parfois nous pourrons créer des majorités progressistes, je pense notamment contre les traités de libre-échange comme le Mercosur qui va être discuté dans les mois qui viennent. Et vous avez un réel pouvoir au Parlement européen ? Alors, dans les institutions européennes, le pouvoir des parlementaires européens est trop limité malheureusement. Par exemple, on ne peut pas initier une directive européenne. C'est la seule démocratie au monde où d'ailleurs c'est le cas. Mais vous pouvez vous y opposer. Mais on peut faire des propositions, s'y opposer. On a aussi le pouvoir d'amener des éléments dans le débat politique. Toute la question de l'éthique, par exemple, c'est un combat qu'on a mené depuis plusieurs semaines, moi depuis cette commission des affaires juridiques, où on fait l'examen des conflits d'intérêts. Donc je pense qu'on peut aussi obtenir de petites victoires et c'est toujours une bonne nouvelle quand c'est le cas. Autre question. Alors on reste sur l'Europe. C'est Vent du Ouest qui rappelle que vous avez proposé à Extinction Rébellion de venir occuper le Parlement européen. Vous allez nous dire si c'est vrai ou faux. Et vous allez d'ailleurs le dire avec un très bon accent anglais pour Extinction Rébellion. Mais pour lui, alors donc, attendez, je vais continuer avec Vent du Ouest. Expliquer ce que c'est qu'Extinction Rébellion. C'est un mouvement de résistance pacifique, écologique. C'est ça, exact. Écologique. Hein. Écologique. Ouais. C'est Extinction Rebellion si vous le voulez, avec l'accent anglais, ça ne change rien. Et la question c'était pour lui, c'est une tentative de déstabilisation, donc il vous accuse de faire entrer cette déstabilisation dans le Parlement. Qu'est-ce que vous lui répondez à Vent du Ouest ? Que je suis sidérée par la fausse polémique que cela a créée. On a l'impression que j'avais appelé à faire un coup d'État. Mais il faut savoir de quoi on parle. On parle de jeunes, qui se mobilisent sur les questions climatiques, qui ont occupé un centre commercial, qui décrochent des portraits d'Emmanuel Macron, qui manifestent tous les vendredis dans la rue et dont le message est très simple, c'est écoutez-nous, entendez-nous, ça suffit l'inaction en matière de lutte contre le changement climatique. J'ajoute d'ailleurs à ce sujet que la justice française leur a donné raison puisque certains d'entre eux qui étaient poursuivis ont été acquittés dans le cadre des poursuites sur ceux qui ont décroché des portraits d'Emmanuel Macron. Relaxé, exactement. Et ils ont, d'ailleurs, la justice a reconnu le bien fondé des méthodes de désobéissance civile. Donc je crois qu'il faut apaiser tout ça. Et oui, moi j'assume d'être une députée activiste et d'être aux côtés de ceux qui se bougent, qui se mobilisent, quitte à ce que ça déplaise à tous ces pantouflards du Parlement européen. Je suis une députée activiste, dit Manon. Ça consisterait en quoi ? Qui devait agir concrètement, moi j'invite tous les jeunes qui veulent se mobiliser sur le climat. On peut se donner rendez-vous à Bruxelles, on peut les inviter au Parlement européen et on peut aller directement toquer aux portes des décideurs politiques pour leur dire qu'on peut agir à l'échelon européen, on peut refuser les traités de libre-échange, on peut avoir une politique agricole qui favorise la transition écologique, on peut financer les énergies renouvelables. Il y a des solutions à notre portée et malheureusement, je le dis d'autant plus et je finis là-dessus, en venant de la société civile, je sais à quel point moi-même toutes ces méthodes classiques qu'on a utilisées pendant des années ont montré leurs limites et que maintenant la désobéissance civile est un outil d'interpellation et la preuve est puisqu'on parle de climat grâce à cela. Alors justement, vous parlez de société civile, c'est Giorgio qui souhaite la privatisation de la SNCF après les grèves du week-end dernier. Vous en pensez quoi ? Qu'il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, pour reprendre une phrase connue, c'est le Royaume-Uni. Ils ont privatisé leur système de transport sur le rail là-bas.
Et même les conservateurs maintenant demandent à la renationalisation parce que ça s'est traduit par une augmentation des prix, ça s'est traduit par des problèmes de sécurité et ça s'est traduit par des problèmes de ponctualité. Mais vous comprenez Giorgio qui, en fait, il a souffert, quoi. Il a eu un mauvais week-end. Mais évidemment, et c'est toujours pénible. Moi-même, j'ai pris le train le week-end dernier, j'ai été bloquée. Mais il faut comprendre que… Vous avez déjà réussi à en avoir un, c'est pas mal. Oui, mais j'ai été justement bloquée, j'ai attendu des heures. Mais il y a toujours la traditionnelle litanie de la prise d'otage et je pense qu'il faut aller au-delà de ça. S'ils le font, c'est pas par plaisir, c'est parce qu'il y a eu un incident réel de sécurité avec un accident, 11 blessés, un conducteur qui s'est retrouvé tout seul à gérer tout ça. Et donc, s'ils le font, c'est pour demander un renforcement des règles de sécurité. C'était donc sincère, ce droit de retrait, c'était sincère, c'était pas un prétexte justement pour faire une grève contre… Pourquoi vous metteriez en doute leur sincérité? Parce que l'application de ce droit de retrait a eu lieu 48 heures après les faits quand même. Ah, non, ils l'ont annoncé quasiment tout de suite et surtout, il y a eu un faux débat en disant tout de suite Édouard Philippe qui a dit que c'est une utilisation abusive, etc. Ouais. Mais alors qu'il y a eu tout de suite des inspecteurs du travail qui ont été saisis et qui ont donné raison à l'utilisation de ce droit de retrait à cause de la mise en péril de la sécurité à la suite de cet incident. C'était une inspectrice du travail seulement. Selon Isabelle, la France ne considère pas assez l'éducation des enfants handicapés, donc on reste sur un sujet de terrain. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, c'est très vrai. C'est un sujet d'ailleurs dont on a assez trop peu parlé, je trouve, dans la campagne des élections européennes. Il y a énormément de questions qui se posent s'agissant des enfants handicapés, notamment la capacité et l'investissement de l'État à investir pour les personnes aidantes qui accompagnent les enfants handicapés. Et on sait, et dans les personnes aussi que j'ai rencontrées pendant la campagne, beaucoup se sont plaints du parcours du combattant pour qu'ils puissent avoir droit à une éducation comme n'importe quel enfant. Et ça nécessite un investissement et il faut l'assumer. Surtout qu'en France, beaucoup d'enfants partent justement pour la Belgique, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'établissements spécialisés en France. Manon Aubry, merci. Merci à vous. Merci de vos réponses. Manon Aubry, députée européenne et présidente du groupe de la gauche unitaire au Parlement européen. Merci Jean-Baptiste Semerjian. Merci d'avoir posé vos questions, chers internautes. Et à lundi, si vous le voulez bien.